Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Présidence Actu. Un projet éditorial d'envergure, un ouvrage culte réactualisé après une trentaine d'années et qui demeure d'une brûlante actualité. L'ouvrage pour le libéralisme communautaire du président de la République Paul Biya, paru en 1987 et remis au goût du jour en 2018, est en librairie. C'est le livre événement en cette veille de présidentielle, un ouvrage pour le Cameroun et les Camerounais. En 165 pages, l'ouvrage donne à voir la portée visionnaire, avant-gardiste et anticipatrice d'un homme d'État, un homme de conviction, en avance sur son temps. Entre la réponse à une soif de lecture et la réappropriation du socle doctrinal de la politique du président Biya, votre magazine donne la parole à l'une des chevilles ouvrières de cette nouvelle offre littéraire. Le professeur Narcisse Mouele Kombi est notre invité. Il est le ministre en charge des arts et de la culture. Avec lui, nous allons tenter de saisir tous les contours de cette nouvelle offre littéraire. Professeur Narcisse Mouele Kombi, bonsoir. Bonsoir Yves-Marc Médio. Vous êtes le ministre en charge des arts et de la culture. C'est la seconde fois que vous nous faites l'honneur de venir rehausser le prestige du plateau de Présidence Actu. L'honneur est le mien. Et cette fois, c'est pour évoquer ce livre événement, le livre programme du président de la République, dans sa nouvelle édition pour le libéralisme communautaire. Version revue et réactualisée, donc, qui est en librairie depuis quelques jours. Mais avant d'y arriver, vous revenez, évoquons une ou deux questions d'actualité, vous revenez des ECA, la ville des ECA, où vous êtes allé poser la première pierre d'une stèle en la mémoire des victimes de l'accident ferroviaire d'octobre 2016, je crois. Quelle est la portée symbolique de l'acte que vous avez posé ce jour même? Oui, merci d'évoquer cette actualité qui est d'une très grande importance pour l'action présidentielle. En effet, nous nous souvenons qu'à la suite de la tragédie ferroviaire d'octobre 2016 à Ezeka, le président de la République avait prescrit un train de mesures fortes. Parmi ces mesures figuraient l'érection sous la responsabilité du ministre des Arts et de la Culture, en charge du patrimoine, en charge des monuments, en charge de la mémoire collective, d'une stèle du souvenir. Or, puisque vous parlez de symbolique, je dirais que cette stèle a une triple dimension. Elle est hommage, témoignage et éloge. Hommage aux victimes de cette terrible catastrophe ferroviaire, hommage aux familles des victimes, afin que chacune d'elles puisse avoir en mémoire le souvenir de tel ou tel être cher disparu. Elle est également le témoignage de la compassion du président de la République à l'égard des familles des victimes, à l'égard de la nation tout entière qui a été traumatisée, qui a été endeuillée. Mais au-delà de cela, la stèle du souvenir, c'est également l'éloge de la solidarité. C'est l'éloge de la fraternité, c'est l'éloge de l'unité nationale, j'allais dire de l'indivisibilité de la nation face à la douleur, face à la souffrance, de l'unité et de la solidarité que manifeste la nation camerounaise face aux épreuves qui affectent chacun de ses fils, étant entendu qu'en tant que fils et filles d'une même nation, nous constituons une famille. D'où l'importance de cet acte que le président de la République nous a instruit de poser. Le dossier est suivi très attentivement sous la très haute responsabilité du président de la République et la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. Il y a eu un concours pour la sélection de la stèle. Après cela, il y avait plusieurs étapes à franchir
sur lesquels je n'insisterai pas, compte tenu des différentes procédures en matière technique, en matière d'attribution de marché, en matière de qualification, etc., et même en matière de mise en place de financement. Et le président de la République a donc bien voulu mettre en place toutes les modalités et toutes les facilités qui vont permettre qu'enfin cette belle stèle, ce beau monument, qui va contribuer à l'enrichissement de la ville des Écas. Parce qu'il n'y a pas que la stèle, il n'y a pas que le monument, il y a des aménagements tout autour qui vont contribuer à l'embellissement de cette ville, du chef-lieu d'Union Ekele, et certainement contribuer à un surcroît d'attractivité touristique de cette belle localité. Cette ville historique. C'est bon à savoir, Monsieur le ministre. Venons-en au menu principal de notre échange, à savoir la réédition de l'ouvrage pour le libéralisme communautaire du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans sa version revue et actualisée. Vous en êtes d'ailleurs l'une des chevilles ouvrières dans le processus de réédition, mais également dans le processus de présentation. Commençons par nous interroger sur l'opportunité même de cette réécriture, de cette réédition, Monsieur le ministre. C'est pour satisfaire un effet de mode ou alors c'est pour répondre à une nécessité d'ajustement à la modernité? Nécessité, opportunité. Je t'ai tenté de dire grande nécessité, impérieuse nécessité et belle opportunité. La réédition de Pour le libéralisme communautaire tombe à point nommé. À l'heure où les Camerounais, sur fond de surenchère électoraliste et parfois démagogique, s'interrogent, le président de la République propose une nouvelle édition de ce magnifique ouvrage qui fixe les repères les plus sûrs, fournit des boussoles qui permettent la meilleure orientation des Camerounais vers des choix lucides et éclairés, vers les options les plus réalistes, les plus performantes par rapport à de multiples sollicitations politiciennes. La nouvelle édition de Pour le libéralisme communautaire clarifie, explique, explicite le très important projet de société du président Paul Biya et met en lumière l'importance, la pertinence, la cohérence des solutions qu'il a toujours proposées et qui sont d'une brûlante actualité. Et ceci dans le contexte sociopolitique et économique actuel de notre pays et même du monde. Nous nous souvenons que dès sa parution, il y a une trentaine d'années, pour la petite histoire, nous étions étudiants à Paris, et ce livre nous avait été envoyé sur notre demande par notre père. Et il nous a servi dans nos travaux universitaires, notamment dans le cadre de notre thèse de doctorat. Et je signale que ce livre a été très souvent cité, a été très souvent référencé dans des travaux universitaires de référence, des mémoires, des thèses de doctorat et même des articles scientifiques produits par les universitaires et des chercheurs. Ce livre, à sa parution, fut donc un best-seller. Et il connut un immense succès en librairie. De sorte que très rapidement, il devint indisponible, il devint introuvable dans les rayons des librairies. Cette nouvelle édition revue est donc une prodigieuse opportunité, une belle offrande dont il faut savoir gré de la fécondité et à la générosité intellectuelle du président Paul Biya, qui est toujours à l'écoute de ses compatriotes. Il y avait une demande, une forte demande de redécouverte ou de découverte pour les générations qui n'étaient pas alors présentes au moment où ce livre paraissait. Car il faut le dire, ce livre faisait l'objet d'une demande et d'une attente de plus en plus pressante que le président Paul Biya, toujours à l'écoute de ses compatriotes, a voulu combler. Alors peut-être que pour mieux comprendre la pertinence de l'option de rééditer cet ouvrage pour le libéralisme communautaire, on aimerait savoir quels sont les aspects qui ont été
élaguées, les aspérités qui ont été vidées. Et quelles sont les projections nouvelles qui sont contenues dans cette version revue et actualisée? Nous avons eu la possibilité de comparer la première édition et la nouvelle édition que vient de proposer le président de la République en la réécrivant, en revoyant certains aspects, en la réajustant. Cette comparaison permet en effet de relever des remises à jour et des actualisations. Ces remises à jour et actualisations ont surtout porté, me semble-t-il, sur la nécessité d'éviter, par exemple, des anachronismes et de tenir compte des évolutions dans le temps. Exemple, quand le livre a été écrit, nous étions un quart de siècle après les indépendances. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'un demi-siècle après les indépendances et après l'indépendance du Cameroun, puisqu'il s'agit essentiellement de notre pays. Les réajustements ont tenu compte également des évolutions internationales. L'unité africaine à l'Union africaine, le Cameroun étant devenu membre de la francophonie et du Commonwealth, la question de l'économie numérique, qui occupe une place importante dans le livre, n'était pas encore à l'ordre du jour. Et les enjeux actuels des technologies, de l'information et de la communication ont été intégrés par le président de la République dans la problématique et l'argumentaire de la trame de ce livre. Et peut-être même par ailleurs, au paysage politique, on était à l'ère du monolithisme. Du monolithisme, oui, effectivement. Et par ailleurs, l'ouvrage a été effectivement conçu par le chef de l'État dans le contexte du monolithisme politique. Et évidemment, on l'oublie souvent, du monopartisme. Mais dans la première édition, le président évoquait déjà, cela est important à signaler, le parti unique comme une nécessité provisoire. J'insiste sur l'adjectif provisoire. La nécessité provisoire du parti unique. On voit un homme d'État avant-gardiste. Avant-gardiste. Car le président voyait le parti unique comme une étape transitoire et non définitive, et non comme un objectif final. Il voyait le parti unique, comme d'ailleurs dans la plupart des États africains à l'époque, comme un cadre où la cohésion nationale et l'ordre public devaient être préalablement assurés en vue d'en faire un des creusets privilégiés pour la mise en œuvre d'abord d'une politique d'assises de la nation sur des bases solides, puisqu'il le dit dans le livre, nous avons hérité d'organisations sociales qui n'étaient pas véritablement, à proprement parler, des États-nations. Aujourd'hui, le président Biya a procédé à la démocratisation de la société camerounaise. Il a, comme il l'a annoncé dans le chapitre 2 de l'ouvrage, intitulé « Une société politique nouvelle », mis en place des institutions démocratiques. Il a procédé à la transformation en profondeur des institutions. Restauration d'un cadre plus d'épanouissement pour l'homme dans la société camerounaise. Autre exemple, il apparaissait, ce livre, davantage, au départ comme un guide, un mode d'emploi principalement à l'usage des militants du RDPC. Au départ, c'était cela, puisque le RDPC avait vocation à assurer le monopole de l'espace politique, qui était alors, le RDPC, le parti unique dominant, enfin, le parti unique, pour ne pas en dire plus, le seul parti. Dans la version actualisée, le président de la République propose un véritable vademecum. Un vademecum, c'est un manuel avec lequel on parle, que l'on emporte avec soi, que l'on porte toujours avec soi, un manuel à l'usage de tous les Camerounais, toutes chapelles politiques confondues.
D'ailleurs, l'ouvrage se referme sur un appel solennel à tous ses compatriotes pour la construction solidaire et complémentaire d'un Cameroun qui transcende les ethnies, les religions et confessions religieuses, les professions, les sexes, tout en mettant en évidence la nécessité de la promotion du genre, qui transcende les conditions sociales, les générations, les ethnies, les obédiences politiques, pour bâtir une nation forte. Il s'agit, nous semble-t-il, pour l'illustre auteur, de consolider le vivre ensemble harmonieux entre toutes les composantes sociologiques de notre pays et d'ouvrir la société camerounaise à la modernité libérale, d'où la notion de libéralisme, et à toutes ces opportunités, le président le dit vers la fin de l'ouvrage, à toutes ces opportunités afin de maintenir l'élan d'équité et de justice sociale. C'est un thème central qui occupe d'ailleurs l'espace de tout un chapitre, de maintenir l'élan de justice sociale sans lequel l'unité nationale et la solidité de l'édifice national, c'est-à-dire du Cameroun en tant qu'État, en tant que république, en tant que patrie, en tant que nation, encourt des risques de fragilisation, surtout à l'heure actuelle où se font entendre des convulsions et des dissonances, des discordances antipatriotiques, des frénésies sécessionnistes et divisionnistes. Monsieur le ministre, nous allons marquer une petite pause. Je vais vous faire partager le regard d'un collègue par rapport à cet ouvrage, Joseph Clément Ongba, qui l'a parcouru. Nous allons ensemble écouter, regarder sa note de lecture de cet ouvrage du président de la République et de deux autres également qui font l'actualité au Cameroun sur le plan littéraire, à savoir ces deux tomes qui ont été commis par le ministre directeur adjoint du cabinet civil de la présidente de la République, Oswald Baboké, qui traite des septennats du président Biya et des grandes réalisations. Un beau livre que j'ai eu le bonheur d'avoir, que j'ai sur ma table et que je compulse. D'ailleurs, je l'ai amené avec moi hier quand j'allais à Ebolova pour la présentation de l'ouvrage pour le libéralisme communautaire. On fait le point avec Joseph Clément Ongba et on revient pour la suite. Pour le libéralisme communautaire, ouvrage paru pour la première fois en 1927 aux éditions Pierre Fabre, il vient d'être réédité et actualisé par son auteur, Paul Biya, président de la République du Cameroun. Paul Biya y va de sa plus belle plume pour exposer les idées novatrices qui lui servent de boussole politique. Une nouvelle édition, revue et améliorée pour mieux saisir la pensée politique de l'homme du renouveau. Dans un foisonnement d'idées sans précédent, Paul Biya propose sa voix dans un style qui lui est propre. Il n'a fait qu'étudier les enjeux pour le Cameroun, voir les perspectives viables pour le Cameroun. Et donc on ne peut pas maîtriser les perspectives viables sans se projeter dans la vision. La première dédicace a lieu au Yaoundé Hilton Hotel, un parterre impressionnant de personnalités, pas moins d'une quinzaine de membres du gouvernement qui dissèquent la pensée politique du président Biya. On se rend compte tous les jours que c'est un projet de société qui reste valable, qui est solide, qu'on peut promouvoir et qui donne une pensée profonde d'un grand homme d'État. Moi, je l'ai bien lu et je peux vous dire qu'on va se rendre compte que la philosophie du président n'a jamais changé. Un libéralisme, bien sûr, mais teinté au communautarisme africain. C'est notre boussole à nous, parce que c'est un livre qui parle de la justice sociale dans le secteur de la santé. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui va dans le sens de pouvoir donner des soins de qualité aux couches défavorisées, à l'enfant et à la femme. Les cérémonies de dédicace se sont poursuivies dans les autres villes. À Douala, la capitale économique, l'ouvrage semble combler un vide de lecture. Les autres étapes ne sont pas moins enthousiastes. C'est un projet de société qu'il construit en même temps qu'il la conçoit. Donc en fait, la conception va avec la réalisation en même temps. À Bafoussam, chef de la région de l'Ouest, puis à Ebolova, dans le socle granitique du président Biya,
où la dédicace fait courir du beau monde. J'ai pu démontrer que c'est le chiffre 4 qui structure, n'est-ce pas, le fonctionnement potentiel du président Paul Biya. De par le nomastique, de par la sémiotique, le président Paul Biya a un destin unique. À côté du livre-programme pour le libéralisme communautaire, d'autres ouvrages de référence sont venus enrichir les rayons de nos bibliothèques. C'est le cas du coffret que publie Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République. 2 tomes en 1 qui revisitent le chemin parcouru par Paul Biya, une étoile née en Vomka d'une famille modeste. À travers plusieurs clichés, Oswald Baboké nous replonge dans ses années formatrices, les septennats politiques dont le destin se forge dans un brillant cours du primaire où il passe par le moule des missionnaires spiritains à Edea ou à Akono, puis le lycée général Leclerc à Yaoundé qui lui ouvre les portes à la faculté de droit de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Comme unistique, le chiffre 7 est porte-bonheur pour le jeune fonctionnaire Biya, un haut commis de l'État qui gravit tous les échelons de l'administration. Ministre, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Premier ministre, avant ce tableau du destin, avec sa prestation de serment le 6 novembre 1982 comme président de la République du Cameroun. Ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo-Ayolo signe la préface du 2e tome de l'ouvrage, œuvre d'un bâtisseur des lois et droits de la République, bâtisseur de la modernité et de la stabilité du Cameroun, socle des septennats politiques et économiques du président Biya. Un ouvrage abondamment illustré dans un bel enchaînement d'images allégoriques sous le flambeau d'une iconographie bariolée, souligne l'auteur. L'ouvrage met également un point d'honneur à présenter les grandes réalisations. Images à l'appui, des barrages aux ouvrages d'art, en passant par des infrastructures routières. L'ouvrage accorde également une belle place à l'apport significatif de l'œuvre humanitaire de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, dans les domaines de l'éducation et de la santé. Elle assume ainsi fièrement sa mission d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. 317 pages, imprimées et façonnées en France, l'ouvrage s'appuie sur des figures de style propres à l'auteur, Oswald Baboké, qui affirme ainsi sa plume comme biographe du président Biya. Retour à vous, professeur Narcisse Mouelé-Combine, pour à présent évoquer le socle doctrinal de cet ouvrage. Oui. Pour le libéralisme communautaire, met en relief 2 concepts qui, à première vue, peuvent paraître antinomiques. La notion du libéralisme qui renvoie à l'ouverture des marchés et l'aspect communautaire qui renvoie à l'humain, qui semble tout à l'opposé. Comment ce paradoxe apparent est géré dans l'ouvrage? Quel est le socle doctrinal pour le libéralisme communautaire du président Biya? Le socle doctrinal est éponyme, c'est-à-dire c'est lui qui porte le titre de l'ouvrage. Il s'agit évidemment, éminemment, du libéralisme communautaire. Le président Biya, nous semble-t-il, dans sa démarche et sa construction intellectuelle, était parti du constat en Afrique des grandes théories venues d'ailleurs. Le marxisme, à travers ses différentes déclinaisons, marxisme, léninisme, communisme et le capitalisme pur et dur. À cet égard, il s'est livré à un exercice, il faut le dire, difficile. Celui d'essai de renouvellement de la pensée et de la réflexion politique sur les voies et moyens de tracer des sillons pour un avenir meilleur pour les pays africains. D'autres théories telles le panafricanisme, la négritude ou même le négrisme, le consciencisme de Kwame Nkrumah, de très regretté mémoire, ancien président du Ghana, avaient été pensés auparavant. Le président Biya, quant à lui, creuse un sillon original, authentique, à partir de sa vaste culture, de son immense outillage intellectuel nourri aux humanités. Nous savons qu'il est brillant juriste, diplômé l'éducation catholique de et droit l'éducation public, chrétienne. Éducation catholique, pétri d'humanité classique, mais également
diplômé de sciences politiques. Diplômé de sciences politiques. Ça, on a tendance à l'oublier. À l'époque. Donc, partir de là, et aussi de son expérience. De son expérience et de la pratique concrète qu'il avait de l'exercice, du vécu réel qu'il avait de l'exercice. Et nous sommes heureux d'être au ministère des Arts et de la Culture sur le site où le pouvoir présidentiel du Cameroun, avec tous ses compartiments, c'est-à-dire tous les collaborateurs, le cabinet civil, le secrétariat général, les services techniques se retrouvaient. Nous n'oublions pas que le président Paul Biya avait déjà occupé de très hautes fonctions. Directeur de cabinet, président de la République, secrétaire général de la présidence de la République, pour ne citer que celle-là, et surtout, pendant 7 ans, de 1975 à 1982, Premier ministre. Premier ministre. Il était devenu président de la République avec donc des atouts, avec une longue expérience, des atouts intellectuels, des atouts politiques qui lui permettaient de forger, à partir de la vue panoramique qu'il avait, des problèmes de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, de la culture camerounaise et même des projections sur l'avenir du Cameroun, de forger une doctrine authentiquement, j'allais dire, c'est aussi l'Afrique en miniature, une doctrine authentiquement africaine du développement. Ces doctrines, à notre humble avis, se schématisent autour de 3 piliers majeurs. La liberté, dans ses différentes déclinaisons, les libertés individuelles, liberté d'association, liberté d'entreprise, liberté de pensée. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. L'initiative privée était très encadrée. Dans une société bloquée. Les groupes religieux, comme les témoins de Jéhovah, n'existaient pas. Absolument, il n'y avait pas de liberté, par exemple, de communication sociale. La société était fermée, la société était bloquée, et c'est une évidence historique. Le deuxième pilier, me semble-t-il, c'est la responsabilité. Responsabilité de l'individu vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis de la communauté, ou de la société, si vous voulez, mais responsabilité aussi de la communauté vis-à-vis de l'individu. La communauté nationale, l'État, qui doit assumer un minimum de commodité et de facilité pour le bien-être de l'individu et surtout pour son épanouissement dans une société démocratique. Parce qu'il y a, pour le libéralisme communautaire, l'incrustation forte d'un projet démocratique. Le troisième pilier, nous semble-t-il, c'est la solidarité. Et le président de la République donne des exemples concrets, tirés par exemple du grand pays que l'on peut appeler le pays mbamois, appelons-le comme ça, le Mbam, ou même des traditions boulou, des traditions sawa, ce travail coopératif. Il dit par exemple que dans nos sociétés, on ne pouvait pas être heureux seul. On ne pouvait être heureux qu'ensemble. D'où la notion de partage, d'où l'exigence de solidarité, d'où découle d'autres. C'est l'exigence de fraternité, de partage, de collaboration, de respect de l'intérêt général. Et quand nous disons respect de l'intérêt général, nous voyons les conséquences, c'est-à-dire respect du bien public, qui est la chose de tout le monde dans la République, la res publica, la chose commune, la chose publique, d'où son combat, d'où sa lutte contre la corruption, d'où sa lutte contre la spoliation et la destruction, la détérioration ou la confiscation des biens publics. D'où la mise en place d'un certain nombre d'institutions qui doivent être autant d'institutions de veille, la CONAC et bien d'autres encore, pour s'assurer que le patrimoine commun est mis en place, est exploité, est valorisé au bénéfice de l'ensemble des Camerounais, parce que le président a une obsession, celle du respect de l'intérêt général, c'est du respect de la justice sociale. Il y a donc
dans ce livre l'énoncé d'un principe, celui de la transcendance de la collectivité sur l'individualité. Nous ne disons pas négation de l'individualité, puisqu'en vérité, le président de la République a une obsession ardente. La priorité ardente du président de la République, c'est l'homme. Mais cet homme n'est pas vécu en apesanteur. Il n'est pas désincarné. Il n'est pas désincarné. Cet homme, ce n'est pas Robinson Crusoe, dans son île. Isolé sur une île. Cet homme est un homme qui vit dans une communauté, immergé dans une société, avec ses valeurs traditionnelles. Le président de la République attache une grande importance au respect de ses valeurs traditionnelles et qui doit lui-même contribuer efficacement au développement de son pays. La doctrine du libéralisme communautaire privilégie aussi le souci de l'efficacité, le président le dit, le souci de l'efficacité, surtout dans l'action de l'État, à travers les services publics, et aussi le respect, pour ne pas dire la sacralité de la personne humaine en tant qu'acteur majeur du développement, de ce progrès. Mais quel progrès? Le progrès de la communauté, d'où le concept de libéralisme communautaire qui naît de la conjugaison de deux éléments. Un substantif, la liberté, d'où le libéralisme, et un adjectif communautaire dérivé de la communauté. Et j'insiste sur le fait que le président de la République dit libéralisme communautaire, mais il ne dit pas communautarisme. Il ne dit pas communautarisme, contrairement à ce que d'aucuns ont pu penser, puisque... la nuance étant? Oui, la nuance étant le fait que le communautarisme privilégie les micro-ethnies, les micro-communautés qui doivent se développer de manière presque concurrentielle, de manière séparée, de manière distincte. À l'intérieur de la grande communauté nationale, je n'apprendrai rien à personne, existent des ethnies qui sont autant de communautés familiales, de communautés tribales, etc. Et ces communautés, en se repliant sur soi, développent des réflexes qui sont des réflexes communautarisme. Or, le président de la République voit la grande communauté nationale en tant que cadre de l'épanouissement de tous les Camerounais, qui, en partant de leur culture ethnique, doivent évoluer vers une culture nationale. Et c'est de cette manière donc que l'on peut appréhender le concept de libéralisme communautaire. Alors, 31 ans après, professeur Narcisse Mollet, l'actualité de cet ouvrage. Vous savez, on aurait pu poser la question autrement. Nous sommes en 2018. C'est quoi, 2000 ans après, je ne sais pas, après la Bible. Je n'ai pas la date exacte de la production de ce livre sacré. Qu'est-ce qui fait la permanence? Qu'est-ce qui fait l'actualité de la Bible? Les grandes œuvres sont transtemporelles, sont transspatiales. Elles ne meurent jamais. Les idées contenues pour le libéralisme communautaire se singularisent par leur contenu, leur substance, leur portée visionnaire et avant-gardiste. Les thèmes qui y sont développés apparaissaient déjà à l'époque comme une anticipation sur beaucoup de problématiques et de thématiques actuelles. L'argumentaire et la structure de la pensée du président Paul Biya intégraient même une forte dimension prospective qui laissait penser que ce livre a été écrit pour préparer le futur et l'avenir de notre pays dans sa projection vers le XXIe siècle. Les sujets qui sont abordés, je vous assure, sont d'une richesse et d'une profondeur remarquables. Et là, je parle en tant que lecteur, je parle en tant qu'universitaire qui a eu à travailler sur cet ouvrage, notamment lorsque je préparais un travail que j'ai rédigé sur la démocratie dans la réalité camerounaise. Liberté, autorité au Cameroun sous le
président Paul Biya. C'est un livre qui plaide pour un nouvel ordre politique, économique et culturel dans le monde. C'est une thématique qui est actuelle. De même, lorsque le président élabore sur la question de l'unité et de l'intégration nationale, en évoquant les leviers de la sanction, ascension vers une nation forte et unie. Nous sommes dans l'actualité. Les questions telles celles de la décentralisation, de la démocratie locale occupent une place de choix dans ce livre. De même, les principes et les lignes directrices énoncées par le président Paul Biya pour l'action économique sont une priorité de tous les instants. Il parle de développement des infrastructures, de planification efficace. Nous sommes dans le chapitre 3 consacré à une économie au service de l'homme. Il parle de la priorité à une agriculture de deuxième génération, de soutien aux petits, de l'industrie lourde, de la maîtrise de la science et de la technologie, et surtout du numérique. De même qu'il parle de la création des emplois décents aux questions brûlantes d'actualité, qu'il insiste également sur la nécessité de mettre en place des mécanismes qui permettent d'aller progressivement vers l'indépendance de l'économie nationale. Professeur Narcisse Mouele-Kombi, invité de cette édition de votre magazine Présidence Actu. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle, professeur. On s'étonne quand même de la faiblesse de la production littéraire autour des différents candidats à cette élection présidentielle. Pourtant, il y en a jusqu'à 9. Quelle place occupe cet ouvrage du président de la République dans la galaxie des ouvrages politiques? Mais, avant d'évoquer cette place, je voudrais prolonger sur la question de la pertinence des propositions, justement, et sur la supériorité intellectuelle du projet porté par le président Paul Biya sur ses concurrents, appelons-les ainsi, sur ses adversaires dans le cadre de cette compétition électorale. Pour le libéralisme communautaire est un véritable discours de la méthode. Un véritable discours de la méthode pour l'émergence du Cameroun et pour l'épanouissement ainsi que le bien-être de chaque Camerounais. Je lis par-ci par-là, je reçois même sur mon téléphone des propositions de certains candidats. Et je compare. J'étais tenté de dire, je m'amuse à comparer et parfois je souris. Et je me dis, mais cela est déjà contenu dans le projet de société du président Paul Biya. Cela est déjà dit pour le libéralisme communautaire. Lorsque vous prenez par exemple les 30 objectifs qui concluent l'ouvrage du président de la République, ces 30 objectifs, permettez-moi de le dire, constituent un véritable acte d'amour et pour ses compatriotes. Le chef de l'État a une idée précise des réponses à apporter aux besoins prioritaires, aux nécessités vitales et aux réalités quotidiennes qui interpellent, qui s'imposent aux Camerounais dans tous les secteurs d'activité. Je dis dans tous les secteurs d'activité. Le président n'ignore aucun aspect de la vie nationale. Et à cet égard, je mets au défi quiconque de prouver le contraire, même en faisant des rapprochements entre les différentes offres, entre les différentes propositions. J'ai tenté de dire que tout est dit, l'essentiel de ce qui doit être dit en matière d'offres politiques, sur le terrain économique, sur le terrain des infrastructures, sur le terrain social, et même sur le terrain des réponses à apporter aux questions environnementales, est contenu dans ce livre. Je vais donner quelques exemples concrets, puisqu'il s'agit d'illustrer. Le président parle de l'urbanisation judicieuse pour un meilleur cadre de vie. Il parle des logements sociaux. Le ministère de l'urbanisme, du développement urbain s'occupe de cet aspect. Il parle des meilleures performances du système éducatif à tous les niveaux. 3 départements ministériels, au moins, sont dédiés à cette éducation de base, les enseignements secondaires, l'enseignement supérieur, s'attelle à cela. Et j'aime dire que j'appartiens à la génération
et nous sommes relativement jeunes puisque nous sommes nés après les indépendances. J'appartiens à la génération qui avait connu pour credo un lycée par département. C'est-à-dire que lorsqu'on prenait le département dont je suis originaire, le département du Kam, il y eut subséquemment le seul lycée de Yabassi pour l'ensemble du département du Kam. Le Mungo, c'était le lycée du Manengouba. Mais alors aujourd'hui, vous trouvez des établissements secondaires, des lycées, dans toutes leurs déclinaisons, lycée classique, lycée bilingue, lycée technique, et même tout récemment, nous étions à Yabassi avec Madame le ministre des Enseignements secondaires pour l'inauguration du lycée technique, agricole et professionnel. Vous en trouvez partout au Cameroun. Au niveau des universités, le ministre Famendongo le rappelait, au Hilton Hotel l'autre mercredi dernier, comme il le rappelait hier à Ebolova, nous sommes passés d'université. J'appartiens à cette génération qui a connu la seule université de Ngwa-Ekele en 1982 lorsque nous accédions aux études supérieures. Et aujourd'hui, en tant qu'enseignant du supérieur, j'ai eu à faire le tour pratiquement des universités camerounaises. Il y a 8 universités d'État. Ne parlons pas des centaines d'établissements spécialisés, qu'il s'agisse d'établissements publics, de l'enseignement supérieur ou des IPES, des instituts privés d'enseignement supérieur. Le président parle du meilleur accès aux soins de santé et de l'opérationnalisation du projet d'instauration de la protection universelle pour tous. Ce thème n'est pas l'apanage de quelques rivaux, de quelques concurrents du président de la République. Le président l'a déjà annoncé pour le libéralisme communautaire. Il parle de la protection universelle pour tous et c'est une préoccupation pour lui. Et il y a le ministère de la Santé et d'autres. Il parle de l'amélioration des revenus des Camerounais dans tous les secteurs. Il est important de rappeler que les salaires sont régulièrement payés au Cameroun. Les salaires des fonctionnaires notamment. Et même dans le secteur privé, l'on s'emploie à ce que les salaires soient régulièrement payés. Maintenant, le tout n'est pas de dire qu'il faut un SMIG à 1 million de francs ou à 500 000 francs ou à 160 000 francs. La question, c'est de savoir quelle est la soutenabilité de certaines mesures qui sont proposées par certains candidats. Mais je relève que le président de la République, qui met en évidence l'idée de justice sociale, insiste également sur la nécessité d'aller progressivement vers l'amélioration du niveau de traitement des revenus et dans différents secteurs. Pour prendre l'exemple du secteur de l'enseignement supérieur auquel j'appartiens, tant qu'il y a des mesures qui ont été prises pour permettre une plus grande facilité de travail aux enseignants. Et d'autres secteurs ont connu cela. Mais il ne faut pas regarder la question de revenus de manière isolée. Il faut également voir l'adéquation par rapport au pouvoir d'achat. Le ministère du Commerce, me semble-t-il, fait un travail extraordinaire pour maîtriser les coûts et pour maintenir l'inflation à un niveau stable, à un niveau raisonnable. Et il y a un mécanisme comme le MIRAP qui a été mis en place pour permettre aux Camerounais, quel que soit leur revenu, de pouvoir accéder à, j'étais tenté de dire, à la suffisance alimentaire. On a l'habitude de dire qu'au Cameroun, on ne meurt pas de faim. Et cela n'est pas une vue de l'esprit. Le président parle des services publics plus efficaces et de proximité pour un meilleur maillage territorial et une présence plus visible dans les campagnes. Les centres de santé se sont développés, des services, par exemple en matière d'agriculture, se sont multipliés. Il y a... C'est un maillage étendu même aux forces de défense, de sécurité, les commissariats... Les commissariats, dans tous les secteurs de la vie, il y a une implosion. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a un arrimage constant des efforts de l'État par rapport au dynamisme démographique du Cameroun. Il faut le savoir. Oui, parce que la population, il y a 30 ans, 40 ans, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle n'était pas la même qu'aujourd'hui. Les besoins n'étaient pas les mêmes. Les besoins sont immenses aujourd'hui.
il y a de plus en plus de jeunes. Il y a 520 000 étudiants, je parle sous le contrôle du ministre de l'Enseignement supérieur, mais je crois que le chiffre est bon. 520 000 étudiants au Cameroun. Et le chef de l'État a offert 500 000 ordinateurs aux étudiants camerounais. Il faut pouvoir tenir. Il faut pouvoir trouver des emplois à ces futurs diplômés de l'enseignement supérieur. D'où également la cohérence des mesures qu'il prend pour permettre l'auto-emploi, pour faire en sorte que la professionnalisation débouche sur ce credo, un étudiant, un emploi, qui n'est pas une vue de l'esprit, puisqu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place pour faciliter la mise en œuvre de cette proposition. Et il s'agit par exemple du soutien aux petites et moyennes entreprises, des appuis que l'on apporte aux jeunes au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, par exemple, pour permettre à des jeunes de s'autonomiser. Et j'ajoute que lorsque le président parle de la promotion d'une agriculture de deuxième génération, le comice d'Ebolova, où nous étions hier, a mis en évidence la pertinence de ce thème. Il ajoute également la nécessité de la mise en place d'une industrialisation minimale pour la transformation locale partielle de la production agricole. Tout ne peut pas être exporté. C'est le président Biya qui a dit que malheureusement les Camerounais ont tendance à consommer ce qu'ils ne produisent pas et à produire ce qu'ils ne consomment pas. Que dire des infrastructures routières? Que dire du développement des infrastructures routières? À être de mauvaise foi. On ne peut nier l'évidence des progrès qui ont été accomplis en matière d'infrastructures routières. Voyez-vous, Yves-Marc Médio, il m'est arrivé de faire le trajet Ngaoundéré, Bertois, Yaoundé, Douala sans quitter le goudron. Et l'on remarque, hier je sortais de Bafoussam, il y a des travaux sur ces routes qui ont été construites sous le renouveau. De la même manière, on peut partir de Kumbo à Douala sans quitter le goudron. L'on peut partir de Kiéossi à la frontière avec, à l'extrême sud, à Douala sans quitter le bitume. Et des exemples comme cela, on peut les multiplier. Le visage de la ville de Douala a été transformé avec le deuxième pont sur le Voli. Peut-être d'autres sont-ils annoncés. Et donc, on ne peut nier l'évidence des progrès qui sont accomplis dans ce domaine. Mais l'œuvre humaine est imparfaite, les besoins restent toujours nombreux. Le Cameroun est vaste. Par nature. Le Cameroun est vaste, mais nous remarquons que le ministère des Travaux publics délègue chaque année des crédits pour l'entretien routier au niveau des communes. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une préoccupation permanente de faire en sorte que le progrès en matière d'équipement routier atteigne les zones les plus reculées. Sur ce registre de l'exemplarisation, je voudrais évoquer, et Madame le ministre des PET, hier à Ebolova, a tenu à insister sur cet aspect. Le point 18, je cite de mémoire, le point 18 des 30 propositions, des 30 objectifs majeurs que le président de la République énonce pour le Cameroun dans son ouvrage, porte sur l'économie numérique. L'économie numérique. Et le président dit, c'est un domaine dans lequel il ambitionne de voir le Cameroun se construire en position de leader en Afrique. Et nous n'allons pas entrer dans les détails. Les marques de cette volonté sont là. Je prends un petit exemple, les 500 000 ordinateurs qu'il a offerts aux étudiants. La fibre optique. Qui part désormais du Brésil. Qui part désormais du Brésil au Cameroun. Ce sont des réalités que l'on ne peut nier. On y passera la journée, assurément. C'est le ministre. L'hôtel Saint-Régis de Beijing, luxueux complexe hôtelier situé sur les hauteurs de l'un des quartiers résidentiels de la capitale chinoise. En cette fin de matinée du mardi 5 septembre 2018, l'établissement est sur le point de prendre congé d'un illustre visiteur, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. À ses côtés, la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Comme à leur arrivée ici en terre chinoise,
Les membres de la colonie camerounaise vivant ici, ceux de la suite officielle du chef de l'État et quelques autres compatriotes sont là pour souhaiter un bon retour au pays à Paul et Chantal Biya. Avec la satisfaction du devoir bien accompli, le chef de l'État camerounais et la première dame vont serrer la main à chacune des personnalités présentes à l'entrée de l'hôtel avant de prendre la direction de l'aéroport. Ainsi s'achève, dans un bain rafraîchissant de bonne humeur et d'allégresse, le séjour officiel du couple présidentiel en Chine. Pendant une semaine en effet, Beijing et son hôtel Saint-Régis auront été le centre d'impulsion de la diplomatie camerounaise sous la conduite de son chef. D'un bout à l'autre de son séjour, le président camerounais, un véritable inspirateur, aura fait partager l'acuité de son regard sur la marche du monde. Un monde dans lequel l'Afrique tient fermement son rang dans une relation totalement décomplexée avec l'ensemble de ses partenaires. Son intervention magistrale à la tribune de l'une des tables rondes consacrée à la coopération sino-africaine résonne encore en écho dans les esprits. Chantre de la diplomatie économique, Paul Biya va personnellement mener le plaidoyer pour son pays, le Cameroun, engagé dans une course effrénée vers l'émergence. Une belle moisson à l'arrivée. La Chine s'est engagée à poursuivre son soutien à l'endroit du Cameroun, spécifiquement les autoroutes Yaoundé-Douala, les autoroutes Nsimalen-Yaoundé et Déa-Kribi-Lolabé bénéficieront du soutien financier de la Chine pour la réalisation des secondes phases afin de compléter ces infrastructures. La particularité de ces nouvelles négociations menées et de ces nouveaux accords signés va résider dans l'approche innovante de coopération mise en place avec la Chine. Nous voulons aussi souligner que la dimension financement du Cameroun et des projets structurants va bénéficier d'une dynamique nouvelle en matière de partenariat public-privé. La Chine s'est engagée à nous soutenir dans ce sens, s'agissant donc de la réalisation des infrastructures auxquelles je faisais allusion tantôt. De son côté, la première dame Chantal Biya a, à l'initiative de la première dame de Chine, Pen Liyuan, pris part à un sommet des premières dames consacré à la prévention du VIH-Sida. À ce sommet étaient présentes une trentaine de premières dames. Dans le même temps, on va voir les membres du gouvernement présents dans la suite officielle mener une offensive tous azimuts pour ratisser large. Dans ce vaste déploiement, les chefs d'entreprise et autres opérateurs économiques nationaux vont, sous l'encadrement de l'Agence de promotion des investissements, API, établir leur quartier général au siège de la représentation camerounaise en Chine pour eux aussi moissonner. À l'arrivée, un séjour fructueux, de nombreux contacts noués et un rayonnement assuré pour le Cameroun dont le président aura une fois encore marqué ce troisième sommet des dirigeants du Forum économique Chine-Afrique d'une empreinte particulière. Je reviens à la question précédente. Oui. On constate une faiblesse, une certaine indigence de la production littéraire en cette veille d'élection présidentielle, en dehors de cet ouvrage événement pour le libéralisme communautaire. Quelle place occupe cet ouvrage du président de la République dans la galaxie des ouvrages politiques au Cameroun? Le moins que l'on puisse dire en tant que lecteur, c'est que pour le libéralisme communautaire est un ouvrage majeur. Un livre de référence, cela a été abondamment dit par la critique. Un livre d'une facture exceptionnelle, d'une cohérence et d'une pertinence remarquables. J'ai eu la chance de prendre part et de prendre la mesure de la richesse et de l'ouvrage à l'occasion des Assises internationales des écrivains africains à Dakar en novembre 2017. Ceci en tant que ministre des Arts et de la Culture où je conduisais la délégation camerounaise. À cette occasion, pour le libéralisme communautaire, que certains universitaires, écrivains africains découvraient, fut plébiscité par la fine fleur de l'intelligentsia camerounaise, africaine, j'ai tenté de dire mondiale, réunie dans la capitale sénégalaise. Les écrivains africains décernèrent donc au président de la République le prestigieux prix spécial de haute reconnaissance et de fraternité de la plume
pour son célèbre livre, considéré par un éminent universitaire sénégalais qui eut à travailler dans le cadre de conférences qui furent organisées sur cet ouvrage, qui était l'ouvrage à l'honneur à Dakar à l'occasion. Cet ouvrage a été considéré par un éminent universitaire sénégalais comme l'une des contributions les plus lucides, les plus intelligentes, les plus édifiantes à la réflexion politique en Afrique de ces dernières décennies. Alors, pour finir sur ce volet-là, à qui s'adresse cet ouvrage? Quel est le lectorat potentiel? Ce livre s'adresse, j'étais tantôt de dire, à tous les lecteurs, amoureux de la belle pensée, amoureux de belles constructions intellectuelles et de belles élaborations qui produisent des effets concrets sur la réalité. Plus restrictivement, ce livre devrait être lu par chaque Camerounais, par tous les Camerounais. Il constitue, rappelons-le, le socle des grandes réalisations, des actions politiques, des grandes transformations et des mutations positives enregistrées par le Cameroun sous le président Paul Biya. Le président Paul Biya qui, à travers son bilan, à travers ses attentions particulières vis-à-vis de la jeunesse, fer de lance de la nation, la jeunesse porteuse de l'avenir de ce pays, à travers toutes ces attentions, à toutes les strates, à toutes les couches de la société camerounaise, montre qu'il a, dans le contexte sociopolitique actuel, la vision la plus convaincante du futur pour notre pays. Le président Biya qui, tout compte fait, apparaît comme l'incarnation de la plus belle espérance pour le Cameroun aujourd'hui et au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, pour laquelle des millions de Camerounais, nous avons des millions de Camerounais, à travers des motions de soutien, à travers des appels à candidature venant de toutes les origines, de toutes les strates sociales, des chefs traditionnels et même de diverses obédiences politiques. On parle par exemple de 20 partis politiques qui se sont coalisés pour soutenir fortement la candidature présidentielle et cela pour un vote massif en faveur du Cameroun. J'ajoute Yves-Marc Médio. J'ajoute, c'est une conviction d'universitaire, enseignant de droit public, enseignant de sciences politiques, que la politique, ce n'est pas l'art du bricolage ou de l'improvisation. La politique n'est pas l'art du bricolage ou de l'improvisation. Le populisme, l'illusionnisme, la thaumaturgie, la prestidigitation et la démagogie ne sont pas gages d'efficacité. Le président Biya rassure, a toujours rassuré par le fait qu'il tient toutes ses promesses. Et il continuera à tenir toutes ses promesses. C'est un homme de parole, la parole contenue tant dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire, dans ses différentes professions de foi, dans ses programmes électoraux, dans ses discours, n'a jamais été trahi. Et il continuera à tenir toutes ses promesses. Vous savez, notre pays, et je le dis avec une certaine émotion, a été confronté tout au long de son histoire, tout au moins depuis l'indépendance, à de nombreux défis. Et sous le président Biya, nous sommes passés par des périodes difficiles. Nous sommes passés par une crise économique dure et durable. Nous sommes passés par des secousses sécuritaires. Nous sommes passés par des menaces à l'intégrité territoriale de notre pays. Dieu merci, le génie diplomatique et judiciaire du président de la République a permis de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun, notamment en faisant en sorte que la Cour internationale de justice réaffirme la camerounité de Bakassi et de bien d'autres parcelles qui étaient disputées avec notre pays frère et voisin et ami, le Nigeria. Nous avons, comme nous connaissons actuellement, connu des tentatives de déstabilisation. Alors comment ce pays qu'on appelle le Cameroun, si complexe, si hétérogène,
plus de 250 langues. On parle souvent de 236, 250, 260, mais j'ai dénombré plus de 780, je dis bien 780 dialectes, idiomes parlés. Parce que lorsqu'on prend par exemple le Yambassa, on le considère comme une langue. Mais il y a plusieurs idiomes, plusieurs parlés Yambassa. Lorsqu'on prend le Banen, il n'y a pas un seul parler Banen, il y a plusieurs parlers Banen. Lorsqu'on parle le Douala, ce que les linguistes appellent le Douala, dans ce Douala, il y a non seulement celui tel qu'il est parlé à Daïdo, ou à Akwa ou à Bonanjo, mais il y a le Vouri qu'on appelle également les Wodi, il y a le Bodiman, il y a le Malimba, il y a le Pongo, il y a le Mongo, tel qu'il est parlé à l'embouchure du fleuve Mongo, auquel les Mongos ont donné leur nom. Lorsque l'on prend le parler Bassa, le Bassa, la langue Bassa, il y a plusieurs dialectes du Bassa. Sur cette base, vous voyez que le Cameroun est une véritable tour de Babel. Et le président Biya, dans son ouvrage, évoque la notion de tour de Babel. Mais c'est une tour de Babel qui doit être transcendée. À travers une projection vers quoi? Vers le passage des cultures ethniques à une culture nationale. De l'unité à l'intégration. De l'unité à l'intégration nationale. Alors comment un pays aussi complexe, aussi hétérogène, et avec toutes ces secousses, toutes ces crises, aurait-il pu résister au risque de naufrage s'il n'avait à sa tête un homme de grande expérience, un homme de compétences immenses, d'un patriotisme à toute épreuve? Car le président Paul Biya porte le Cameroun en lui. Le président Paul Biya aime profondément, passionnément le Cameroun. Comment le Cameroun aurait-il pu continuer sur la bonne voie? Car nous sommes sur la bonne voie. Yves-Marc Médio, je vous assure, et je l'ai lu quelque part, le monde qui nous entoure, l'univers que nous observons, la société que nous observons, prend la couleur des lunettes avec lesquelles, ou des yeux avec lesquels nous l'observons. Si nous portons des lunettes sombres, nous allons voir la société sombre. Si nous avons des yeux embués de cataractes d'une certaine société, nous ne verrons rien. Mais lorsqu'on a les yeux ouverts sur la vérité, sur la réalité, on ne peut nier l'évidence des progrès considérables, palpables, tangibles, réels, qui ont été accomplis au Cameroun, par le Cameroun, grâce aux Camerounais, sous la magistrature suprême du président Paul Biya, et cela dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que, me semble-t-il, le président Paul Biya a été préparé à l'exercice du pouvoir. Il a été un élu parce qu'il a été préparé et parce qu'il s'est préparé à l'exercice du pouvoir. Et quand on lit pour le libéralisme communautaire, on se rend bien compte qu'il avait une vision forte de la durabilité, car le temps est la donnée politique par excellence. Et le temps a toujours donné raison au président Paul Biya. Le temps a permis aux Camerounais de comprendre, malgré différentes secousses, malgré un certain nombre de crises. Nous sommes passés par les émeutes de la faim, les attaques de Boko Haram, et nous comme actuellement, et nous savons que la crise que connaît la région du sud-ouest, la région du nord-ouest, nous le savons d'une manière ou d'une autre demain, avec un sursaut de la conscience patriotique, avec des âmes de bonne volonté, nos frères qui n'ont pas encore compris la nécessité pour eux d'abandonner, de laisser les armes et de rentrer dans le giron national pour la construction d'un pays fort, paix et dans la prospérité, ils comprendront et nous redeviendrons cette puissance culturelle. Parce que le président de la République parle de la culture en tant que ciment de l'unité que le Cameroun est en tant qu'Afrique en miniature. Avant de nous quitter, oui. Monsieur le ministre, professeur Narcisse Mouelé-Kombi, on connaît votre engagement à la vision, au projet politique du président de la République depuis bientôt 2 décennies. Quels sont les ressorts de cet engagement pour le président de la République sur le plan personnel?
Ivar Medjo, vous me posez une question à laquelle je vais répondre de manière un peu très intimiste. Nous sommes des Africains et personnellement, je suis ancré dans les valeurs qui ont fondé ce que le président de la République appelle précisément dans son ouvrage les universaux culturels. L'ensemble de ces données positives, constantes, originales, qui ont assuré la survie et l'existence des sociétés, des ethnies camerounaises tout au long de leur histoire. Et parmi ces valeurs, il y a le respect des anciens, il y a le respect de la parole des anciens, le respect de la parole donnée, le respect de l'institution traditionnelle. Je voudrais en venir à ceci que j'entre à l'université en 1982. Beaucoup de mes camarades de classe, de nombreux camarades de classe, condisciples sont encore là, de même que plusieurs de nos enseignants à l'université à l'époque sont encore là. Au moment où le président de la République accède au pouvoir, nous sommes tout nouvellement venus à l'université. J'évoquais les valeurs traditionnelles, j'évoquais le respect des anciens. Je me souviens avec beaucoup d'émotion de ce que mon grand-père paternel, le père de mon père, j'ai la chance d'avoir mon père encore vivant et qui est lui-même une autorité traditionnelle, le chef traditionnel du clan des Bonanja, ayant succédé à son propre père, mon grand-père Walter Heinrich Kombi Djengendo Memwele. Mon grand-père m'avait dit ceci: toi qui es en train d'aller à Yaoundé. Je mettais mes pieds à Yaoundé la première fois. Il était né en 1900, c'était un fils aîné du siècle. Il avait été à l'école allemande, d'où les deux prénoms qu'il portait, Walter Heinrich. Il avait connu le condominium franco-britannique. Il avait connu le mandat de la Société des Nations Unies, de la Société des Nations. Il avait connu le régime de la tutelle. Il a vu naître l'indépendance. Il a été citoyen camerounais sous le premier président de la République, son Excellence Amadou Ahidjo. Et il termine sa vie avec l'avènement au pouvoir du président Paul Biya, puisqu'il meurt en 1984, 2 ans seulement après l'arrivée au pouvoir du président Biya. Et mon grand-père m'a dit ce que vous me permettrez de dire. En tant qu'ancien, en tant que patriarche, en tant qu'autorité traditionnelle, il m'a dit, et vous savez que le Ngondo est parmi les associations traditionnelles qui ont adoubé le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le Ngondo, association traditionnelle de la grande communauté Sawa. Mon grand-père m'a dit, ce messieurs, c'est le terme qu'il a utilisé, ce messieurs, Nusango, ce messieurs, c'est Dieu qui l'a choisi pour le Cameroun. C'est Dieu qui l'a choisi pour le Cameroun. Alors, toi, mon petit-fils qui va à Yaoundé, aligne-toi derrière toutes les orientations qu'il va imprimer à ce nouveau Cameroun qui est en train de naître. Il parlait d'un nouveau Cameroun qui est en train de naître. Et il ajoutait, comme c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui va déterminer le jour dont il sera question, c'est-à-dire le jour où il quittera le pouvoir. Et je suis heureux aujourd'hui de vous dire, comme bien d'autres, que je suis de la génération Biya. Le mois est haïssable, mais il faut savoir rendre hommage. Après ma maîtrise à l'université de Yaoundé de droit public, c'est grâce à une bourse du gouvernement camerounais, sous le président Paul Biya, que je m'en vais poursuivre mes études en France, dans les universités françaises, où j'obtiens mes différents diplômes, où je soutiens une thèse de doctorat, où par la suite, je prépare une habilitation à diriger la recherche, et au moment où je prépare le concours d'agrégation, je suis jeune chargé d'études à la présidence de la République, où je suis entré en 1995.
jeune chargé d'études à la présidence de la République, le président de la République m'a laissé la possibilité de continuer à enseigner à l'université, donc à faire des publications, et j'ai préparé le concours d'agrégation avec des collègues comme le professeur Luc Sinjoun, conseiller spécial du président de la République, et cela est la preuve de quoi? Cela est la preuve de ce que le président de la République donne ses chances à chaque Camerounais. Et qu'en retour, nous lui devons loyauté, nous lui devons une fidélité sans faille et un engagement à la cause d'un Cameroun fort, d'un Cameroun solide, d'un Cameroun uni, débarrassé des relents de tribalisme, des relents de divisionnisme, des relents de destruction et d'antipatriotisme. Et peut-être que pour rester un instant dans la mémoire, dans le souvenir et dans l'anecdote, je vais me permettre d'ajouter que je suis le premier journaliste à avoir échangé avec vous au lendemain de votre succès à l'agrégation au concours Camille. Je m'en souviens bien. Cela remonte à bien longtemps maintenant. Il y a quoi? Il y a 17 ans. 17 ans. Merci, nous étions majors à ce concours en effet. interafricain. Merci professeur, merci Samuel Kombi d'avoir accepté une fois de plus de nous tenir compagnie dans le cadre de cette édition de Présidence Actu qui s'achève.